Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Marc Lamouret. Je suis développeur in-house pendant très longtemps, depuis la version 3 de FileMaker. J'ai été le créateur de la première base d'analyse publicitaire presse en France, et tout l'ensemble du back-office était géré sous FileMaker. J'ai différentes passions d'aller explorer des contrées. Voilà, donc par exemple, ça c'est un exemple d'un trekking que j'ai fait en Islande pour traverser l'Islande en autonomie totale du nord au sud. J'ai aussi l'occasion de faire de la spéléo. Et donc d'aller au centre de la Terre finalement, et de faire aussi d'autres activités en l'air. Finalement, quel est le point commun un petit peu de toutes ces aventures? C'est que la sécurité est un élément primordial de l'activité. Et en accidentologie, en spéléo par exemple, alors je vous rassure tout de suite, on a l'impression que quand on va sous terre, c'est très dangereux. Statistiquement parlant, c'est plus dangereux d'aller faire une compétition de foot que d'aller sous terre. Bon. Le problème, c'est que quand il y a un problème, on reste plus longtemps pour venir être secouru, alors que sur le bord d'un terrain de foot, on n'a pas trop de difficultés. Tout ça pour dire quoi ? C'est que finalement, quand il y a un accident, en spéléologie, c'est rarement un problème. C'est rarement quelqu'un qui a fait une chute, bêtement. C'est finalement l'accumulation de petits détails. C'est dans l'ensemble de ces petits détails que l'on va s'apercevoir que il y a eu des signes avant-coureurs, mais on les a pas écoutés. Exemple, on est parti plus tard que prévu pour installer la descente dans un puits. On a mis plus de temps pour déjeuner et on s'est arrêté trop souvent. Et puis, il y a eu un passage qui était un petit peu difficile. Et puis, comme on avait pris du retard, on n'avait pas équipé de manière sécurisée en disant c'est pas grave, ça va passer. Oui. Mais ces ensembles de petits détails, ces petites pierres comme le petit pousset que l'on a déposé, vont finalement, au final, créer l'accident. Et donc, l'agenda de cette session. On va essayer de vouloir comprendre pourquoi, globalement, la sécurité est quelque chose d'important. On va ensuite, dans cette session sur la sécurité, on va s'intéresser à la nouvelle réglementation sur les règles de la protection des données personnelles. On essaiera de voir pourquoi le RGPD nous oblige à mettre un certain nombre de contraintes en tant que développeur. Et puis, on va essayer de voir comment, en tant que développeur FileMaker, on peut adapter nos méthodes de développement et nos méthodes de travail. Et enfin, on verra comment FileMaker essaye de matcher les deux, essaye que tout fonctionne correctement. Alors, l'importance de la sécurité, notre premier chapitre. Alors, en août 2015, Ashley Madison s'est fait hacker et 600 000 de ses inscriptions, de ses comptes, se sont retrouvés sur le web. Dropbox, pareil, en 2012, 68 millions de mots de passe entre 2012 et 2016 sont partis dans la nature. Tout le monde va bien. Autre forme, Saint-Gobain, en juin dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a beaucoup parlé dans les journaux, mais beaucoup d'entreprises ont eu des différentes cyberattaques, cyber-rançons, et même des grands groupes, entre guillemets, comme Saint-Gobain, ils se sont fait hacker et une partie de leur système de production, d'organisation, se sont retrouvés complètement bloqués. D'un autre côté,
D'autres sujets, Facebook, en mai 2017, s'est fait condamner par la CNIL à 150 000 € parce que il ne respectait pas véritablement les attentes des consommateurs, la sécurité du consommateur, etc. Wicar, une jeune start-up rachetée il y a moins d'1 an par la SNCF pour faire de la location de voitures entre particuliers. Eh bien, en juillet 2017, elle s'est fait condamner par la CNIL pour un défaut de sécurité élémentaire. C'était tout bête. Quand je me connectais avec mon compte utilisateur, je changeais le nom en haut dans l'URL et je pouvais voir les informations d'autres utilisateurs qui n'étaient pas moi. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que tout ça, cumulé, nous montre que il y a différentes problématiques, différents éléments sur lesquels on va devoir, nous, faire attention et être vigilants. Et dernière information, effectivement, que 80%, en tout cas dans une déclaration récente, 80% des PME sont victimes de piratage, d'attaques, de perte de données, etc. Alors, mais ça, c'est bien beau. Ça arrive aux autres. Ça arrive aux grandes entreprises. Et puis, c'est finalement des warnings faciles à prendre. Un site Ashley Madison qui propose des rencontres de concubinage, etc. C'est des cibles faciles. Mais c'est pas si éloigné que nous. Prenez votre iPad. Je suis à l'hôtel, tranquillement, je consulte mon iPad, et puis j'ai envie d'aller me chercher un café. Je pose mon iPad bêtement sur la table. Je vais chercher un café. Je reviens. Mon iPad a disparu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que j'étais dans les 5 minutes ? Est-ce que j'ai verrouillé mon iPad quand je l'ai posé ? Ou est-ce que, comme j'étais en train de lire un truc, je l'ai laissé allumer ? C'était tout bête. J'allais à la table d'à côté pour aller chercher un petit café. Avez-vous déjà réfléchi, finalement, à toutes les conséquences d'avoir perdu, que cet iPad soit volé ? Est-ce que ma base FileMaker était ouverte ? Est-ce que les éléments sont accessibles de l'extérieur ? C'est ce qui est arrivé à un de mes clients qui avait son iPad, et à partir de ce jour-là, je pense que tout le monde dans la salle, tant qu'on n'est pas confronté au problème, on se dit il n'y a pas de souci. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que même au niveau de nos développements, même dans la manière dont on va organiser les choses, il y a la nécessité de prendre en compte tous les éléments qui composent la sécurité pour l'ensemble des utilisateurs. Et finalement, tout ce dont on est, c'est où est notre maillon faible. Parce que on a tous un maillon faible. Alors, la sécurité dans tout ça, c'est qu'est-ce que c'est ? Finalement, quand on reprend un peu, si je fais un peu d'étymologie, la sécurité, c'est un sentiment dans lequel on a l'impression de ne pas être en danger. Alors justement, la sécurité, c'est juste une question de perception. C'est-à-dire qu'au pays des bisounours, la sécurité, il n'y a jamais de problème. Mais de l'autre côté, dans la réalité, dans certains systèmes, par exemple avec des données médicales, des données bancaires, la sécurité devient une problématique top level, top niveau, et on en devient quasiment parano. Et donc on se dit oui, mais j'invente les scénarios les pires parce que on peut imaginer que ça peut arriver. Et donc, que dit finalement la loi ? Que
comment le législateur a essayé d'organiser les choses pour nous aider, ou au contraire pour nous contraindre à avoir un minimum de structuration et d'efforts méthodologiques. Qui connaît la loi informatique et liberté de 1978? Est-ce que ça évoque quelque chose? Ouais, on en entend parler, voilà, on en entend parler régulièrement, mais de là à l'avoir travaillé dans le dur, non. Bon, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, oui, effectivement, en France en tout cas, c'est une institution qui nous donne des règles de bonne conduite et on espère que tout se passe bien. Plus récemment, octobre 2016, eh bien, il y a une loi cadre sur la République numérique qui a mis en place un certain nombre de règles, et notamment des règles sur la liberté de l'information, sur un certain nombre de mises en place de méthodes pour échanger des données entre différents acteurs. Les premiers à avoir mis en place ça, même avant, ce sont les opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, vous voulez changer d'opérateur, vous ne perdez pas votre numéro de téléphone. Vous n'attendez pas 15 jours pour pouvoir vous basculer d'un opérateur à un autre. Bon. Tout ça pour dire quoi? Que il y a donc maintenant des systèmes, des méthodologies pour prendre l'information qui était chez un opérateur pour aller vers un autre opérateur. L'électricité et plus récemment la banque. Bon. Et donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder la sécurité et l'ensemble des problématiques autour du RGPD. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Tout simplement, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est une méthodologie qui a été pensée au niveau européen, où les 28 États membres se sont dit ouais, mais en matière de données informatiques, on a des gros acteurs aux États-Unis qui font leurs lois. On a de l'autre côté des BAT, c'est-à-dire les Baidu, Alibaba, Tencent, qui sont les équivalents de Google, Facebook et Amazon en Chine et en Asie en règle générale. Finalement, tous ces acteurs, tous ces mastodontes jouent leurs propres règles du jeu, mais nous, en Europe, on a une réglementation différente en Belgique, on a une réglementation différente en Irlande, en Angleterre, en Espagne, etc. Donc, le RGPD, c'est tout simplement dit, on va se mettre d'accord. Ça a mis quand même 4 ans pour pouvoir émerger. En quelques mots, le RGPD, c'est une méthodologie qui permet de répondre à des questions essentielles sur protéger les données personnelles, avoir la possibilité d'avoir un droit à l'oubli, c'est-à-dire que quand j'ai saisi des informations dans un système d'information, eh bien elles vont pas rester 300 ans ou même 10 ans dans le système d'exploitation, et il faudra automatiquement ressortir ça, et puis offrir une certaine portabilité des informations vers d'autres opérateurs. Cette réglementation, elle est quand même assez dense puisque c'est 99 articles et ça représente, si vous l'imprimez, à peu près une centaine de pages. Donc autant dire que à côté de la loi informatique et liberté qui tient sur 3 feuillets, on n'est plus du tout dans la même règle, on n'est plus dans la même dimension. Et donc automatiquement, ça va impliquer des responsabilités tout autres. Première responsabilité, c'est tout simplement, ça s'adresse aux personnes qui habitent
résident en Europe et qui partagent des informations avec différents opérateurs, on va dire. Ce RGPD, cette règle, va se mettre en place très prochainement, le 25 mai prochain. Je vous rassure, quand vous aurez écouté la fin de cette petite conférence, il nous restera quand même un petit peu de temps. Mais néanmoins, sachez que les premiers contrôles et les premières méthodologies vont tomber très rapidement. Et finalement, qui va être concerné? Qui va devoir mettre en œuvre ces règles informatiques, ces règles de sécurité? Eh bien, en premier chef, ce sont les entreprises européennes. Ça paraît évident. Ça va être aussi les associations. Vous avez votre association de quartier, vous avez le fichier des inscrits qui sont mis sur ce fichier, vous avez des paiements qui sont faits par chèque, par espèce, etc. Vous suivez tout ça, et bien en tant que responsable d'association, président d'association, vous êtes responsable de ces données. Vous êtes un organisme public, vous êtes l'armée, mais pas la sécurité nationale. Vous êtes assujetti à ce règlement de la protection des données. Vous êtes une entreprise étrangère, vous appelez n'importe quoi, vous êtes Amazon, ou vous êtes un service, ou Mailchimp, qui connaît le service d'email, voilà, qui, en l'occurrence, n'a pas d'infrastructure en Europe, mais gère de la clientèle en France, en Belgique, en Italie, etc. Eh bien, ces entreprises qui sont étrangères seront soumises aux mêmes règles et le législateur pourra imposer les mêmes règles. Et puis, dernier élément, ce sont les sous-traitants. C'est-à-dire que par rapport à ce qui existait précédemment, on disait le responsable des données, c'est les données à qui appartiennent, à qui appartiennent ces données. Et souvent on disait moi je suis simplement le mec qui envoie les mails, je m'appelle Mailchimp, je veux juste envoyer des emails, c'est simple, c'est pas trop compliqué, mais moi je suis responsable de rien. S'il y a un problème, c'est pas moi. Ouais. Mais vous aussi, en tant que développeur, vous allez être quelque part les premiers maillons des sous-traitants d'une application donnée. Et donc, je prends l'exemple, quand vous avez un de vos clients qui vous donne un fichier pour l'intégrer, pour le migrer, pour peu importe, quand il vous donne de ces données, eh bien, il va falloir mettre en place un certain nombre de règles pour réceptionner cette information. Alors, donc en gros, vous l'avez compris, il y a beaucoup de monde qui vont intervenir sur ce problème des données personnelles. Alors, une donnée personnelle, finalement, il y a une grande définition qui est une extraction de ce qui est noté dans le RGPD, mais en gros, c'est toute personne qui peut être identifiable par tout moyen. C'est une personne individuelle, d'accord ? C'est un individu. Donc par exemple, si vous n'avez que dans votre fichier que des entreprises, pas de problème, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Mais par contre, dès que vous allez avoir le nom d'un contact, le nom d'un destinataire, instantanément, cette base qui n'avait que des noms d'entreprises, vous rajoutez une information nominative, automatiquement, ça rentre dans les données personnelles. Alors, exemple de données personnelles, vous avez les informations de civilité, le prénom, le nom, etc. C'est une donnée, bien sûr, personnelle. Le risque est globalement considéré comme moyen parce que il y a des homonymes, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, une adresse, c'est personnel, pareil, que ça soit une adresse pour l'entreprise ou une adresse du contact dans une entreprise ou une adresse personnelle pour recevoir mes colis, c'est aussi fait partie des données personnelles. Ma date de naissance, en revanche, ça commence à devenir intéressant parce qu'on peut tracer, on peut recomposer un certain nombre d'informations. Où est-ce que vous êtes né? Du coup, on peut demander votre certificat de naissance. On peut obtenir pas mal d'informations et compléter
des éléments. Donc ça, c'est une donnée qui peut être sensible. Numéro de sécurité sociale, pareil, c'est une donnée assez sensible. Les informations de santé... Ah non, c'est une erreur. Haute. Information de santé. Très haute, voilà. Données de carte de crédit, etc. Bien sûr, tout ce qui est paiement, c'est très sensible. Numéro de téléphone, pareil, le numéro de téléphone, comme vous pouvez abandonner votre numéro de téléphone et quelqu'un peut le reprendre, c'est pas super important. Autre élément, vous avez des données de géolocalisation. L'exemple que l'on a vu tout à l'heure, que Philippe nous a présenté avec les iBeacon, les géolocalisations, etc., votre système va récupérer de l'information et va stocker cette information. Donc, on va dire attention. Et tout ce qui est aussi identifiant électronique, par exemple votre adresse IP, si on log votre adresse IP, on sait plein d'informations. Google en est le premier exemple. Pour ceux qui ont regardé un petit peu un Google Analytics, grâce à l'IP, on sait votre pays, on sait même parfois votre ville, votre localisation précise. Donc on a plein d'informations sur vous. Le pass Navigo pour donc le pass de transport, c'est tout bête, mais ça donne des informations intéressantes. C'est-à-dire que dès que vous allez passer votre badge Navigo, même si l'exemple de la RATP qui dit non, mais toutes les données sont anonymisées. Oui, c'est anonymisé, mais on récupère une trace et on sait comment vous êtes rentré dans quelle gare et dans quelle gare vous êtes sorti. Imaginez que ces informations tombent dans de mauvaises mains. Et donc, voilà, ça c'est un ensemble de données personnelles. Ensuite, un petit florigège de ce que c'est qu'un traitement, puisqu'on a vu que dans la définition des données personnelles et dans le RGPD, il y a deux choses, il y a données personnelles et traitement. Et donc un traitement, finalement, quand vous lisez ces listes à la Prévert, elles sont... dès qu'on a un fichier informatique, dès qu'on a un élément, c'est un élément de traitement. Je reviens quand même sur 2-3 petites choses. Dès la collecte, dès que vous avez un formulaire, c'est déjà un traitement. Quand vous qualifiez vos clients sur vos achats, sur ce qu'ils ont fait dans le passé, l'évolution de leur chiffre d'affaires, etc., donc une segmentation, c'est un traitement. Quand vous allez faire un rapprochement entre telle donnée et telle donnée, c'est un traitement. Donc, il y a quand même certains éléments sur lesquels il faut être assez vigilant. Alors, on peut définir dans cette notion de RGPD que dans toutes ces données de personnel et de traitement, il y a 3 champs d'application. Il y a 3 champs sur lesquels on va devoir faire attention. Premier élément, ce sont les informations structurées. Là, on roule sur du velours, ça va être assez facile. Comme son nom l'indique, les informations sont structurées, elles sont organisées. C'est l'exemple des bases de données. FileMaker, notre outil de prédilection, est un bon exemple là-dessus, parce qu'il va nous donner toutes les informations dont on a besoin. Deuxièmement, les emails. Avec les outils, alors je ne parle pas des emails que vous ne maîtrisez pas, type Google, je gère tous mes emails d'entreprise avec Gmail, mais j'ai un outil de gestion de mail interne, je peux faire des tris, des analyses, je peux tracer quels sont les messages, de temps datent les messages. C'est relativement facile de maîtriser cette donnée. Et même à l'intérieur, de pouvoir faire des extractions, parce que c'est que du texte, on peut faire des extractions d'éléments. C'est assez facile. On a eu un exemple de Vince qui nous a fait une présentation sur de la BI, du reporting. Là aussi, c'est assez maîtrisé parce qu'on sait qui a reçu, qui a envoyé, quelles sont les informations qui sont structurées dans ce type de données. Deuxième niveau, les informations non structurées. À commencer par l'ennemi total, le fichier Excel. Et là,
Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, FileMaker mettait la pression, en tout cas c'était l'argument de vente, c'était de dire transformez vos fichiers Excel en base de données, vous faites un glisser-déposer, et toute la méthodologie de présentation de FileMaker, c'était autour du fichier Excel. Bah là, ça va nous donner une bonne occasion, puisque dans un fichier Excel, on met tout et n'importe quoi, et il est parfois difficile de pouvoir extraire précisément qu'est-ce qu'il y a dans le fichier Excel, est-ce qu'il y a des données personnelles, et tout de suite, ça devient un petit peu plus touchy pour l'évaluer. Autre grand ennemi, les serveurs de fichiers. Les gros, voilà, les partages communs qu'on met dans les entreprises où j'ai mon fichier, mes docs, mes PDF, mes trucs que je partage avec l'ensemble des équipes. Ça va être difficile, même si je peux faire des contrôles d'accès pour dire oui, bah alors le marketing, ils ont un dossier qui n'est accessible que par les utilisateurs du marketing. On sent bien que, en fonction de ce que je mets sur ce serveur de fichiers, ça va être quand même un petit peu rock'n'roll pour identifier précisément qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est celui-là. Enfin, vous avez des photos, des vidéos. Je discutais ce midi avec une personne qui bosse dans la sécurité et la vidéo là-dessus. Bah oui, on récupère des flux vidéo, on a des trombines. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que aujourd'hui, Joris nous l'a montré, on peut imaginer se faire une mini-base et reconnaître un petit peu comme dans les séries télévisées. Je prends les photos des mecs qui passent, etc. Et j'ai une base de personnes que je veux identifier. Je veux savoir s'ils viennent dans mon magasin. Et automatiquement, parce que j'ai récupéré les profils Facebook parce qu'ils sont abonnés à ma page, vous voyez, commencez un petit peu à voir où est-ce que ça peut nous emmener. Je peux du coup savoir précisément, sans que le mec le sache, parce que j'ai récupéré son profil Facebook et sa photo, quand il rentre dans mon magasin, qu'il est rentré dans mon magasin. Non, soyez pas parano. Et enfin, vous avez les outils de centre d'appel, ou tout simplement quand vos commerciaux appellent vos clients, quelque part il y a une traçabilité, tout ça. Et donc ça va être difficile de structurer, de récupérer ces informations. Et alors, le fin du fin, c'est les in-app. Ce qu'on a sur nos mobiles. Parce que là, ça va être beaucoup plus difficile de maîtriser ce qu'il y a sur les éléments de réseaux sociaux qui peuvent être partagés par les entreprises ou voilà. Les objets IoT. Quand on nous a montré la Google Home, avec ce petit script formidable qui permettait d'interroger et d'interagir, tous ces objets connectés d'Internet laissent des traces numériques, des traces d'identification. Certaines permettent d'ouvrir des portes, des contrôles d'accès très précis, etc., etc. Donc ça laisse des traces. Et puis les mobiles professionnels aussi sont aussi... voilà. Moralité, heureusement que on travaille dans le domaine avec FileMaker, parce que on va être sur le premier silo, c'est-à-dire les bases de données et les informations structurées. Puis comme on fait du développement, ça nous permettra de maîtriser là-dessus les éléments. Bref, on est rageur, on est énervé, mais on ne pourra pas y échapper. Alors, j'ai essayé de vous résumer ce nouveau règlement en 6 objectifs. Premier élément, c'est effectivement la notion de l'égalité quand on va s'adresser à un individu. C'est-à-dire que avant, on n'avait pas d'obligation. Finalement, on récupérait de la donnée. Vous aviez un prospect qui vous appelait, vous le mettiez dans votre base de données FileMaker, et comme il vous avait appelé, vous ne lui disiez pas que vous l'aviez mis dans votre fichier informatique. Ouais. Sauf que là, vous devez tenir informé l'utilisateur de plusieurs choses. 1. Qu'est-ce que vous allez faire de sa donnée? Et 2. Combien de temps vous allez conserver cette donnée? Et 3, vous devez l'en informer. Et si les règles changent, vous devez aussi l'informer. Donc, cet aspect légal, cet aspect consentement, cet aspect finalité
va devenir un élément primordial. Deuxième point, ce RGPD nous offre, en tant que consommateur, de nouveaux droits. Mais du coup, si on a, nous, des nouveaux droits, les entreprises, les associations, les structures qui sont contraintes par le RGPD ont des nouvelles obligations. Premièrement, effectivement, dans les nouveaux droits, c'est la protection finalement du consommateur avec la possibilité d'avoir un droit de regard sur toutes les données présentes dans mon système d'information. Donc, vous pouvez avoir, à partir du 1er juin, un client qui vous dit « Bonjour monsieur, j'aimerais avoir l'ensemble des informations me concernant dans votre système d'exploitation, enfin dans votre système d'information d'entreprise. » Bon, on n'est pas prêt. Très bien monsieur, mais vous avez mis telle et telle information que j'avais vu ça. Est-ce que vous pouvez les effacer de votre système parce que c'était dans le cadre de mon entreprise et je voudrais pas que mon entreprise puisse avoir accès à ce type d'information ou que vous puissiez faire une segmentation marketing de ça. Est-ce que vous pouvez effacer telle ou telle information? Et puis enfin, vous pouvez dire monsieur, je ne suis plus client chez vous. Eh bien, effacez immédiatement l'ensemble des données me concernant. Là, tout de suite, imaginez vos différentes solutions. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Non, parce que là, à moins d'avoir commencé il y a 2 ans, quand les premiers prémices de ce règlement se sont mis en place, à part être une entreprise dans la banque, non, on n'est pas prêt. Enfin, troisième point, on met en place une nouvelle approche méthodologique. Alors, dans cette nouvelle approche méthodologique, ça veut dire que il y a 2 concepts que vous verrez en grattant un peu. Il y a la privacy by design et privacy by default. Ouais, parce que c'est une terminologie. Alors, cette méthodologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que dès la conception du moindre traitement, vous allez devoir vous poser des bonnes questions. On va le voir tout de suite après. Je vais vous donner une méthodologie sur qu'est-ce que je dois concevoir, mais dans les éléments qui sont importants et à retenir dans cet objectif, c'est que il va falloir justifier les informations que vous stockez dans votre système d'information. Et vous posez la question de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette information? Exemple, comment ça s'appelle? Je fais sur mon site web un petit clic pour proposer la newsletter. Naturellement, dans la newsletter, je me dis, quitte à être la newsletter, je peux peut-être en profiter pour avoir un peu plus d'informations. Je vais mettre le prénom, le nom et pourquoi pas une date de naissance. Comme ça va segmenter un peu ma clientèle ou savoir si c'est un homme, une femme, etc. Oui, mais si la finalité, c'est d'envoyer une newsletter, eh bien, techniquement, il n'y a pas de justification à ce que vous mettiez d'autres types d'informations. Et si vous mettez d'autres types d'informations, il va falloir, dans le formulaire, dans l'email de confirmation que va recevoir l'individu, que vous lui justifiez, que vous expliquiez pourquoi vous devez mettre en place ces informations spécifiquement. Et peut-être expliquer aussi, le coup d'après, que vous allez aller plus loin, que grâce à ces informations, vous allez pouvoir, etc. Mais, vous savez, régulièrement, vous avez un pote qui lance son entreprise, vous avez un fichier qualifié, vous lui dites, tiens, je te fais un extract, vas-y, tu peux faire un emailing. Voilà. C'est arrivé. Vu le nombre de spams que je reçois, c'est pas possible autrement. Donc, naturellement, voilà, tout ce genre d'informations, quand vous allez recevoir un spam, les entreprises. Alors, le problème, c'est que si vous recevez un spam d'une entreprise en Chine, etc., qui dira, mais normalement, vous avez compris que ce sera aussi responsable. Mais néanmoins, voilà, vous devez réfléchir dans votre méthodologie de mise en place de vos développements, etc., prendre en compte ça. Et puis, le privacy by default,
C'est-à-dire que là aussi, vous devez avoir des règles très précises dans le fonctionnement des éléments. Quatrième objectif, c'est un terme qui n'a même pas été traduit en français, donc c'est l'accountability. Alors oui, alors on pourrait dire que c'est la conformité, on pourrait dire que, mais c'est ou la responsabilité, la responsabilisation. Il faut savoir, et là, notez-le, c'est le truc que vous devez retenir. L'accountability, c'est un changement de paradigme juridique. Dans le droit latin dans lequel on baigne, hein, nous, dans le droit latin, quand vous avez un problème juridique, on vous attaque et on doit vous apporter des preuves pour que vous puissiez vous défendre. Ça, c'est la méthode habituelle. Eh bien, dans cette notion-là, juridiquement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on vous le demande, si la structure de vérification vous le demande, c'est à vous d'apporter la preuve que vous avez tout mis en place, que vous avez mis en place l'ensemble des éléments pour répondre au règlement. D'accord ? Et là, ça fait quand même twister les têtes, parce que ça veut dire que sur l'ensemble de vos process, vous en êtes responsable. Et là, on n'en a pas conscience et on est encore à des années-lumière là-dessus. Mais cet élément va être très, très, très important parce que et ça va faciliter aussi grandement le travail de la CNIL qui, je parlais en introduction de Facebook qui avait écopé de 150 000 €, mais après 2 ans de boulot de la CNIL et de nombreuses vérifications, croisements pour apporter la preuve au juge que Facebook, c'était des méchants. Là, maintenant, la CNIL va dire « Ok, monsieur Facebook, montrez-moi tous vos process, dites-moi, etc. Et je vais vous auditer, et en fonction de votre audit, je vais vous dire si vous êtes dans les clous ou pas dans les clous. » Ok ? Donc, la CNIL a déjà annoncé la couleur, c'est qu'elle va augmenter le nombre de contrôles, et puis comme vous l'avez compris, la notion de mise en place de la preuve, etc., elle va structurer un certain nombre d'éléments. Ça fait concrètement, Marc, ils vont pas augmenter le nombre de contrôles, ils n'ont pas de pognon pour embaucher des gens. Non, mais alors, ils vont pas avoir plus de monde, mais la mise en place d'une procédure qui, avant, comme je l'expliquais, demandait un certain nombre d'aller à la pêche à la preuve, eh bien là, tu lis un document et dans le document, si les éléments, si tu n'as pas les éléments de preuve dedans, ils sont fautifs. Point. Et donc automatiquement, ça change le rôle du contrôleur et de la personne qui est en charge de vérifier les éléments. 5e objectif, c'est la sécurité. Et à l'intérieur de cette sécurité, on vous dit que l'ensemble des informations qui doivent être partagées doivent être protégées, doivent être cryptées, et quand c'est crypté, on ne doit pas pouvoir décoder les éléments pour pouvoir, par exemple, j'ai utilisé tout simplement un hachage basique, je peux décoder à l'inverse. Non, il faut vraiment dans cette logique d'être dans une logique d'anonymisation, un peu comme ce que nous a présenté Fabrice ce matin, avec cette clé de cryptage, je fais mon algorithme, je mets ma phrase secrète, etc., et qui va permettre d'encrypter l'ensemble des données. On en parlera un petit peu plus tard, mais le point de la sécurité et des éléments, il faut tout simplement montrer que votre système n'est pas attaquable, que votre système est volontairement tout mis en œuvre pour protéger les données personnelles qui sont contenues à l'intérieur. Et enfin, vous avez la nécessité de mettre en place une organisation, une gouvernance des données et un registre des informations. Voilà pour ces 6 objectifs. Les sanctions. On va commencer par recevoir un petit avertissement en disant « Oui, on nous a dit que il se trouve que c'est pas bien. »
Ensuite, on va vous faire un écrit un peu plus marqué, on va dire, voilà, mise en demeure. On va limiter aussi temporairement vos traitements. On va dire, oui, ça, tant qu'on n'a pas vérifié dans le détail si c'est bon, vous arrêtez. Ensuite, on va suspendre carrément vos données. Ensuite, on va dire, vous devez faire ça pour satisfaire les clients et vous devez le faire maintenant. Et puis, on va vous retirer, notamment, on peut vous retirer des certifications, puisque les personnes qui vont être amenées dans les entreprises à vérifier les choses, on peut dire, bah non, vous aviez des responsabilités, mais vous avez failli sur ces responsabilités, bah hop, on vous retire votre habilitation. Et puis, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on peut imposer des amendes jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui veut dire que, je reprends notre ami Facebook au départ, 150 000 euros, c'était dans la loi française le maximum que la CNIL pouvait sanctionner une entreprise. Là, elle pourra demander un dommage et intérêt jusqu'à la hauteur de 20 millions d'euros. Automatiquement, ça change un petit peu la donne et ça change un petit peu les choses. Alors, du coup, sur les enjeux, finalement, il y a une partie de nos dépenses qui vont être autour des process. Il va y avoir une grosse partie sur les risques au niveau financier. Vous l'avez bien compris, c'est si je ne fais pas les choses, bah, mes sanctions peuvent être très dures. À titre d'information, il faut savoir que ce nouveau règlement va nous mettre, en termes de sanctions, au même niveau que les droits des consommateurs. Et donc, on va le voir un peu après, mais ça va permettre aussi aux consommateurs de faire des class actions, de dire telle structure ne respecte pas les éléments, on se regroupe et on va demander un gros paquet de fric à l'entreprise. Même si individuellement, on va toucher 3 francs 6 sous. Et puis, l'enjeu, c'est aussi en termes d'image, où ça va avoir un certain nombre de conséquences à notre niveau, parce que, bah voilà, ça pose un certain nombre de soucis. Alors, les étapes du RGPD. La CNIL nous propose 6 étapes, et donc, comme la CNIL nous a proposé des petits outils, on va en profiter. Quand vous cliquerez sur le PDF, ça vous renvoie sur 6 fiches méthodes, assez bien détaillées, qui vous donnent une première idée, et l'avantage c'est que ça marche aussi dans tous les pays européens. D'accord ? Cette méthodologie est importante. Alors, premièrement, la méthodologie, c'est de se structurer avec un représentant légal de cette démarche. Ça va être le DPO, c'est-à-dire le Data Protection Officer. En gros, c'est une personne, c'est le mouton à 5 pattes, c'est à la fois un juriste, un technicien et un formateur. Dans ses missions, il doit être indépendant vis-à-vis de l'entreprise, il doit être capable de diffuser cette culture informatique et liberté au niveau des collaborateurs et d'expliquer quelle va être la démarche, pourquoi il faut faire attention, pourquoi il faut crypter les fichiers qu'on envoie, même par mail, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. Ensuite, il va devoir superviser et contrôler la conformité des traitements, mettre en place l'analyse d'impact et coopérer en cas de contrôle avec l'autorité. Voilà. L'idée, c'est qu'on a un contact qui personnifie la responsabilité des données. Techniquement, dans la loi, c'est 250 personnes. Ça, c'est des entreprises où il y a 250 salariés. Sauf quand vous avez des données sensibles. Et le problème, c'est que vu la définition des données sensibles, globalement, toutes les entreprises sont soumises aux données sensibles, puisqu'on a vu qu'une simple date de naissance devenait une information importante. Et donc, on répond ici à l'objectif d'organisation, c'est-à-dire que le DPO va être notre chef d'orchestre de notre transformation au sein du RGPD. Ensuite, deuxième objectif, il faut cartographier. Ouais, on a du boulot, on a vu qu'il y avait des données structurées, non structurées ou INAP, et donc il va falloir essayer de savoir quels sont les petits. Alors, on va identifier nos sources, on va essayer de les catégoriser, pour essayer que dans chaque source de données, trouver des données personnelles. On va tenir un registre de traitement
Et là, je vous incite, et je suis en train de travailler avec un client là-dessus, pour mettre en place un registre de traitement, c'est-à-dire que vous allez devoir assurer la traçabilité de l'ensemble de vos données. Okay ? Donc il y a intérêt à être très vigilant là-dessus. Enfin, vous devez définir les finalités du traitement. À quoi va servir ce traitement? Pourquoi je réceptionne cette information et à quoi ça va servir? Un objectif principal et des objectifs secondaires. Attention, si je suis par exemple une banque, j'ai accès à l'ensemble de vos comptes. Je suis content. Naturellement, grâce à l'ensemble de vos comptes, je sais chez qui vous achetez, ce que vous achetez, etc. Je pourrais utiliser ces informations pour vous proposer, par exemple, vous avez été sur TripAdvisor, Trivago pour partir à l'étranger, ben, je pourrais gentiment vous faire un emailing pour vous proposer une assurance voyage. Meilleur marché que celle que va vous proposer votre voyagiste. Et bien ça, avant je pouvais louvoyer, je pouvais le faire, maintenant ce sera interdit. Donc là, vous voyez que il faut que la finalité, c'est-à-dire je récupère les informations pour vous faire votre comptabilité bancaire, et ben ça ne sert qu'à ça, point barre. Enfin, il faut identifier les acteurs internes et sous-traitants et gérer les flux de données, c'est-à-dire d'où ça vient, où ça va et où c'est stocké. Et notamment, si j'ai des sous-traitants, si ça part à l'étranger, je dois assurer une traçabilité. Là, on est toujours dans l'objectif d'organisation et dans l'objectif méthodologique. Étape suivante. Donc ça, l'idée, c'est de voir, j'ai des données identifiables. Est-ce que c'est des données sensibles? J'ai un traitement particulier. Si c'est pas une donnée sensible, est-ce que ça rentre dans telle ou quelle case? Je vous laisserai regarder là-dessus le petit schéma à tête reposée. Prioriser. C'est-à-dire que dans vos développements, dans la manière dont vous allez devoir prendre en place ce traitement, c'est qu'il va falloir dédoublonner les informations qui sont présentes dans plusieurs fichiers. Il va falloir aussi réfléchir à cette notion de frugalité, c'est-à-dire moins c'est plus. C'est-à-dire moins j'ai d'informations, plus je vais pouvoir les maîtriser. Ensuite, je vais identifier les consentements. Je vais devoir apporter la preuve pour chacun de mes clients. Qu'est-ce que je lui ai envoyé? Est-ce que j'ai fait un email pour lui dire ah attention, si tu ne veux pas, si tu veux voir les informations que j'ai te concernant, voilà ce que tu peux faire. Réviser les mentions légales, vérifier la conformité et la chaîne de responsabilité. Organiser les modalités d'exercice de droit auprès des utilisateurs et enfin contrôler les mesures de sécurité. Donc finalement, je mets en place tout un élément pour identifier ce qui va être important de traiter en priorité. Ça répond à l'objectif d'accountabilité, c'est-à-dire ma responsabilité, et de consentement. Les risques. L'étude d'impact, protéger mes données, les chiffrer, mesurer les impacts potentiels, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place l'ensemble des éléments pour sauvegarder les informations, tracer les informations et visualiser tout ça. Réduire les vulnérabilités, c'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans le cœur, maîtriser les contrôles d'accès, alerter les autorités dès qu'il y a le moindre problème et les utilisateurs. Accountability et sécurité. Ensuite, organiser des procédures, c'est-à-dire prendre en compte dès la conception l'ensemble des demandes que pourront nous faire le consommateur. Je vous mettrai en lien un livre blanc qui reprend l'ensemble des cas de figure, qui est très bien fait, qui fait une 50aine de pages, qui a été fait par un avocat, enfin par un cabinet d'avocats spécialisé. Parmi les différents éléments que j'ai trouvés, c'était celui qui était le plus accessible et le plus intéressant en termes de méthodologie. Traiter les réclamations, c'est-à-dire qu'il faut prévoir une procédure en amont pour toutes les demandes possibles des consommateurs. Ensuite, mesurer les impacts, c'est-à-dire sauvegarder, tracer l'activité et anticiper. Ok ? Donc ça, tout ça, faut l'écrire. Pourquoi ? Parce que si je l'écris, c'est la preuve. Alors là aussi, c'est la conclusion. Donc objectif, organisation et répondre aux droits. Ensuite, savoir documenter le registre de traitement de données,
rédiger les procédures, revoir les contrats avec vos sous-traitants, avoir des preuves. Ok ? C'est à vous de le prouver, donc ayez la traçabilité, gardez dans vos projets, dans la mise en place de tout ça, gardez des traces et faites des comptes rendus que vous mettrez dans votre dossier, entre guillemets, RGPD. Bon, voilà pour les objectifs. Comment adapter nos développements en tant que développeur FileMaker ? Une checklist des bonnes pratiques. 1. Ajouter des rubriques de traçabilité dans les tables dans lesquelles vous avez des données personnelles. La création, la mise à jour, par qui, et pourquoi pas, je fais une petite pub d'utiliser l'audit log de One More Thing, qui peut être, dans certains cas, un outil intéressant puisqu'il va tracer toute l'activité de la base et de pouvoir tracer qui a fait quoi, quand, et de pouvoir revenir le cas échéant. Ça peut être une des solutions. Ensuite, segmentez vos données. Mettez-vous des petits tags pour dire est-ce que c'est une information actuelle, est-ce que c'est une information qui n'a pas, la personne n'a pas commandé depuis les 12 derniers mois, depuis les 24 ou depuis les 36 derniers mois. Mettez-les dans des catégories et faites des traitements réguliers pour les faire passer d'un état à l'autre. En cas de contrôle, vous pourrez dire à l'autorité de contrôle, bah regardez, j'ai des procédures qui se mettent automatiquement en compte et je peux éliminer les éléments. Ensuite, stocker dans une table avec des champs cryptés les informations supprimées et de tracer par quel procédé c'est passé. Oui, parce que avant, dans FileMaker, fichier, enregistrement, supprimé. Facile. Oui. Mais techniquement, vous devez montrer la preuve, si quelqu'un vous interroge, de savoir s'il avait une information présente dans votre système d'information. Mais si, dans vos procédures, vous avez supprimé ces éléments, puisque au bout de 3 ans, ça a été supprimé, il vient 3 ans et demi plus tard, il dit « Oui, bonjour, j'étais client chez vous, montrez-moi les données que vous avez chez vous. » Ah, monsieur Lamouret, je ne vous retrouve plus. Mais si, j'ai été client, regardez. Ah, bon, voilà. Et si je fais une procédure auprès de la CNIL, machin bidule, la CNIL va m'interroger, dire « Vous avez eu un client qui s'appelait monsieur Lamouret, montrez-moi quand est-ce que vous avez supprimé ces données. Et que vous avez bien respecté ça. » Donc finalement, supprimer, c'est pas supprimer. C'est pas vraiment supprimer, mais par contre, une fois que c'est supprimé, il faut que ça soit crypté. Un peu compliqué. Ensuite, réduisez au maximum vos exports, parce que là, c'est l'hémorragie. Oui, l'export en tant que tel, c'est un nouveau traitement, mais à l'intérieur, quand vous faites un export, il va falloir conserver cet export, analyser quel était le destinataire, la finalité, donc par rapport à son traitement, et surtout, si c'est externalisé avec un sous-traitant, il faudra aussi que le sous-traitant, lui, vous amène la preuve qu'il a bien supprimé les données après traitement. Et donc, par exemple, mettez en place des codes pour que, voilà, c'est l'export numéro tant que vous envoyez au sous-traitant. Comme ça, quand le sous-traitant vous fait une réponse, vous pourrez, dans votre système de traçabilité, avoir la présentation de ces éléments. Ok. Continue notre checklist. Donc, centraliser la traçabilité des rubriques à caractère personnel. En gros, faites-vous une liste, un outil, où dès que vous avez une donnée personnelle, vous savez dans quelle table, qu'est-ce que c'est comme type de données, quel est le cas échéant son nom, pour que tout simplement, quand vous avez besoin de faire un audit, vous ayez un endroit centralisé pour dire les données avec des prénoms, des numéros de téléphone, etc., c'est dans telle table, tel truc, tel machin, tel fichier. Ok. Ensuite, mettre en place un registre de traitement. Les personnes qui utilisent les données ne sont pas celles qui décident des autorisations. Alors là, c'est bien facile, mais voilà, il faut qu'il y ait dans votre démarche la séparation de l'Église et de l'État. Il va falloir le respecter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être des deux côtés du marteau. C'est-à-dire soit vous traitez les données, vous manipulez, vous pouvez rechercher, accéder aux informations, et la personne qui décide, elle ne peut pas dire je décide de m'accorder des droits illimités sur la base de données. De la même manière, les responsables qui pilotent les bases de données n'ont pas à avoir accès aux données, donc par exemple, ils ne pourront pas voir les données. Donc dans FileMaker, dans les conditions de sécurité, c'est assez facile de le mettre en place. Ensuite,
Tracez la réception des fichiers que vous recevez de l'extérieur. D'où ça vient, quel est le type, à quelle date vous allez le détruire. Pensez à supprimer l'email dans lequel vous aviez ce fichier, une fois que vous l'avez récupéré. Un client ou un fournisseur vous envoie ce fichier avec des noms, vous le mettez dans votre système d'information, mais supprimez la source même dans votre email, parce que ça, on risque de l'oublier. Créer un modèle pour imprimer et imprimer l'ensemble de vos données pour en cas de demande, dire voilà vos informations nominatives, on a ça, ça, ça et ça sur vous. Vous verrez, il y a un petit article, il y a une journaliste qui était depuis 2013 sur Tinder. Elle a fait la demande auprès de Tinder pour dire coucou, est-ce que elle a reçu 800 pages de données. 800 pages de la part de Tinder, traçabilité des likes qu'elle a fait de Facebook, des photos qu'elle a vues, du nombre de temps qu'elle est restée sur un mec ou pas. Le truc de folie. Je conseille de lire cet article, c'est incroyable. Et idem, quand vous exportez vos données, il y ait une idée précise de ce qu'il faut faire. Enfin, créer des emails automatiques pour envoyer de l'information, pour montrer la preuve que vous êtes en règle et que dès que vous avez ajouté un nouvel utilisateur, vous dites dans le cadre de notre nouvelle relation commerciale, nous vous accueillons dans notre entreprise. Faites-le de manière un peu marketing et un peu commerciale, mais c'est une obligation. Recueillir et sauvegarder les éléments obligatoires de preuve, source, date, consentement, conservez tout. Alors, concrètement, comment on va faire ? Ça veut dire qu'en amont de ça, on va devoir, étape par étape, dès qu'on a envoyé, par exemple, l'email, on va conserver cet email. On va dire que s'il ne répond pas, c'est bon. Ça veut dire aussi que, par exemple, quand vous avez un formulaire qui est rempli sur un salon, vous allez faire un scan et vous allez conserver le fait que la personne ait rempli manuellement les éléments et que vous avez numérisé ces informations. Oui, parce que vous devez en apporter la preuve. Créer des listes d'opposition, c'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui vous dit sortez-moi de votre fichier, vous le mettez, ou quand quelqu'un sort de fichier, vous le mettez. C'était l'histoire des informations cryptées tout à l'heure. Et automatiser l'exclusion, en gros, de toute personne inactive dans votre fichier au bout de 3 ans, comme ça évite les problèmes, les dialogues, etc. Voilà. Alors, bonne pratique dans le cadre de FileMaker, on va être un peu juste. Alors, premier truc, c'est dans FileMaker, le truc tout développeur, je démarre à base de données, Mangen. Je suis content. Et alors, FileMaker, il est super sympa, il me met pas de mot de passe, pas de truc, de machin. Alors, le premier jour, c'est normal qu'on n'ait pas de mot de passe, mais au bout de 3 semaines, et quand on a commencé, c'est plus facile. Je mets pas de mot de passe, comme ça, nos clients, ils se débrouillent. Donc, première étape, c'est ça. Donc, on évite de laisser un mot de passe vide. On en met un tout de suite, et on va bloquer les éléments. Alors, deuxième technique, mais je peux faire la connexion automatique, c'est bien avec FileMaker. Je mets le nom du mot de passe, je mets le pass admin, et puis comme ça, ça me log directement en user quand c'est le user qui se met. Alors là, on va décocher cette option et puis on va plutôt utiliser la sauvegarde automatique que nous propose maintenant FileMaker. David, il est où qui est le seul à être capable de nous dire oui, ça date de telle version. C'était la 14, il me semble, non ? Où on a la possibilité de checker et que le mot de passe soit sauvegardé de manière intelligente par FileMaker ou par mon système de cryptage sur Apple, par exemple. Donc là, on va décocher et ça nous simplifie ce système là-dessus. Et donc, la première fois, je m'identifie avec mon mot de passe, mais j'enregistre mon mot de passe et la prochaine fois, c'est plus facile. Est-ce que c'est sécurisé pour autant ? Oui, c'est sécurisé pour ma machine, puisque pour me loguer sur ma machine, j'ai mes éléments. Ensuite, un petit truc auquel j'étais pas informé, mais autoriser l'accès aux fichiers. Vous savez que vous pouvez faire une liaison d'un fichier à un fichier. Et là, vous pouvez à l'intérieur de FileMaker gérer les privilèges.
Donc il faut avoir le privilège intégral pour pouvoir prendre ce fichier en référence sur un autre fichier. Et donc si on ne coche pas qu'on a besoin d'avoir des privilèges intégrales, eh bien voilà une belle faille de sécurité qu'on peut laisser béante, puisque si j'ai mon mot de passe, je peux créer un autre fichier et accéder à l'ensemble des tables, voir un certain nombre de choses et faire des manipulations sur un autre fichier. Parce que l'interface est bloquée sur le mien, mais sur le nouveau fichier que je crée, elle n'est pas bloquée, l'interface. Je peux drag and dropper mes trucs. Bon. Donc voilà. Exiger la référence au fichier à chaque fois. Les privilèges étendus, on en a parlé rapidement. Bien choisir ses moyens de connexion, désactiver les éléments, etc. Crypter les rubriques sensibles, numéro de carte bancaire. L'objectif, c'est de le crypter de manière en hard dans la truc, et ça fait partie des nouvelles fonctions de FileMaker 16, et notamment voilà, donc, mon numéro de carte bleue avec ma phrase magique de cryptage. C'est ce que nous a présenté ce matin. Voilà, donc on a les six éléments. Bon. Oulala, je suis en retard, mais bon. Donc, autre solution avec FileMaker Advance, pensez à crypter votre base de données. Bah oui, parce que imaginez que vous faites une sauvegarde et que cette sauvegarde, elle soit volée, elle soit empruntée, etc. Eh bien, n'importe qui peut l'ouvrir. Et si j'ai mon mot de passe de FileMaker, donc c'est une sécurité supplémentaire. Parce que si je lis à l'intérieur avec les logiciels spécialisés de voir le fichier dans le dur, eh ben, je vais pouvoir prendre des bribes d'informations, je vais pouvoir rentrer dans les éléments et prendre des données présentes dans ce fichier FileMaker. Or, si elle est cryptée, eh bien, il y a une phase de décryptage du fichier, et donc si quelqu'un récupère par hasard ce fichier, eh bien, s'il ne sait pas le décrypter, s'il n'a pas la clé pour le décrypter, eh bien, il ne pourra pas l'ouvrir, il ne pourra pas regarder le contenu à l'intérieur. Donc c'est un coffre-fort, il récupère le coffre-fort, mais il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est suffisamment sécurisé pour éviter de l'attaquer. Ceux qui ont des données de santé, faites-le tout de suite. Éviter les menus dangereux, donc supprimer tous les enregistrements, remplacer, enfin tous ces trucs qui offrent une puissance incroyable à l'utilisateur, mais sur lesquels vous avez aucune maîtrise de ce qui va se passer. Donc menu personnalisé, etc. FileMaker Server, on en a parlé, c'est l'onglet sécurité. Interdire les fichiers sans mot de passe, ça paraît évident. Voilà. Deuxième chose, quelques propositions sur le web direct. Filtrer les accès. C'est-à-dire que ne permettez pas, quand je vais sur le serveur, de pouvoir voir l'ensemble des fichiers. Obligez les utilisateurs à n'afficher que les bases de données sur lesquelles ils ont un droit. Donc la première fois qu'ils y accèdent, ils mettent leur mot de passe et automatiquement ils ne voient que les bases de données, enfin le mot de passe avec les bases de données auxquelles ils ont un accès. Pratique. Et puis sur les comptes des serveurs externes, ce que nous avons montré aussi, on a vu ce matin, les identifiants avec Google, Amazon ou Azure, c'est super. Mais vous avez votre mot de passe dans un seul endroit, si ce mot de passe est corrompu, toute votre sécurité part à la trappe. Alors oui, je peux changer mon mot de passe, mais des fois, avant que je m'en aperçoive, ça fait c'est le principe des dominos. Perso, c'est plus facile, mais je déconseille. Bon, voilà. Donc, connexion SSL, on l'a dit et répété, maintenant obligatoire. Ça permet d'échanger en gros les données d'un point A à un point B. C'est une obligation. Enfin voilà, maintenant c'est un standard. On a vu que on avait un gros cadenas rouge, ça fait peur aux utilisateurs, c'est bien. Perso, j'ai essayé plusieurs fournisseurs de certificats. Je trouve que la procédure GoDaddy est la plus facile à intégrer. Il y a Florian qui avait fait en 2015 un topo là-dessus. La vidéo est disponible, vous pourrez la voir ici. Ça a un petit peu changé avec FileMaker 16, mais globalement, on est dans la même philosophie. Donc, suivez pas à pas les éléments. Bon. Conclusion. 1. Les clients sont de plus en plus attentifs à cette qualité. 2. Vous pouvez en faire une force. Hein. Le verre est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Faites-en un outil de différenciation dans votre approche.
dites-vous que la solution respecte un certain nombre de procédures concernant le RGPD. Quand les clients vont commencer à se réveiller, ça va être effectivement un plus indéniable, et que vous avez une connaissance, ça sera quand même mieux. Ensuite, n'oubliez pas que vous êtes un maillon dans la chaîne de responsabilité. Ça veut dire que l'entreprise se faisant auditer, vous allez être audité par la CNIL et apporter les éléments de vérification du fichier qu'on vous a fourni, simplement pour faire des tests de données dans l'application custom que vous avez fait. Et donc, vous êtes un maillon essentiel dans la chaîne de responsabilité. Donc, plutôt de subir cette chaîne, soyez la locomotive. Et enfin, noter, c'est prouver. C'est-à-dire que, comme je le disais un peu avant, et ça sera ma conclusion, peu importe la qualité de vos propos, peu importe la qualité de votre méthodologie, ce qui compte, c'est ce que vous allez pouvoir prouver auprès des autorités. Donc des fois, il faut mieux faire plus de papier, plus d'esbrouf, et ça passera que quelqu'un qui a voulu faire bien les choses, mais il n'a rien rédigé. Voilà. Les ressources, le livre blanc que j'évoquais, et puis pour voir si vous avez bien suivi ma session, vous avez un petit test de connaissance sur le RGPD, et je relève les notes dans 8 jours. Je vous écoute si vous avez des questions. Merci pour l'excellente présentation. J'ai une question parce que je crois qu'en FileMaker, c'est un cas spécial, c'est-à-dire avec le mot de passe admin, nous, en tant que développeurs, nous avons aussi toujours accès aux données. C'est quelque chose à considérer parce qu'on est toujours impliqué, en fait. Oui. Et c'est peut-être une bonne idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, de crypter par défaut toujours les données personnelles. Même si vous entrez avec votre mot de passe admin, vous n'aurez pas accès alors aux données personnelles. Et comme ça, vous séparez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors le truc évident en disant bah voilà, je peux accéder à la structure des données, etc., mais je ne peux pas visualiser les données. Oui, ça peut être, c'est la piste là-dessus, mais d'un autre côté, bon, il faut aussi que la clé personnelle, on puisse pas y avoir accès. Donc la technique, voilà, on nous a proposé ce matin. Bon, je le mets en local et qu'il y a que le mec qui l'a, mais si le mec, on vous vole cette clé de cryptage, ouais, c'est pas simple, mais on est responsable, on est d'accord, et c'est une limite dans FileMaker. Ouais, Caroline. Si on a développé une base il y a plusieurs années et qui ne respectait pas toute cette sécurité, est-ce qu'on a l'obligation de prévenir le client que la base qu'on a développée ne respecte pas, et que est-ce qu'on oui, vous êtes dégagé ou est-ce qu'il faut alors, en tant que développeur, d'avoir développé il y a 10 ans une base de données qui n'est pas conforme, vous n'êtes pas responsable. En revanche, si il se fait contrôler, ben, lui, on verra qu'il ne respecte pas, que sa base de données ne respecte pas, qu'il n'a pas fait l'objet d'une modification de ses process, qu'il n'a pas la littérature qui va avec, et donc il sera condamné. Et donc, commercialement, ça peut être intéressant de dire « Coucou, tu te souviens, ta base de données elle répond pas, etc. » Et ça peut donner l'occasion de faire un peu, enfin, de reprendre contact avec un client et lui proposer une maintenance. Mais légalement, vous n'êtes pas attaquable. Ça sera l'entreprise qui doit faire la démarche pour. J'ai une question pour les deux bouts de la lorgnette. Ici, c'est la CNIL qui impose toute une série de choses. Mais de l'autre côté, il y a peut-être le ministère des Impôts qui va vouloir, lui, obtenir des informations sur des personnes et sur ce que vous avez fait pour ces personnes qui ont demandé de ne plus être dedans. Et donc, à quoi on joue? C'est effectivement, je prenais l'exemple dans la partie suppression. Vous avez quelqu'un qui vous demande de supprimer. Mais légalement, par exemple, je prends le cas des factures en France, c'est 10 ans sur lesquels on doit sauvegarder les preuves de cette facture. Même numériquement, on n'est pas obligé d'avoir 10 ans de papier, mais numériquement, on doit garder ces éléments. Et donc, entre la procédure qui consiste, c'est un client inactif depuis 3 ans,
et garder 10 ans, eh ben vous allez supprimer la fiche du contact au bout de 3 années, mais parce que c'est votre procédure, mais vous allez garder les informations concernant la fiche de ce client pendant 10 ans. Et donc tout à l'heure, quand je disais, vous savez, il va falloir mettre en place une table cryptée qui vous permet de sauvegarder votre historique, ce qu'on appelle quelque part la table d'opposition. C'est-à-dire une table dans laquelle vous allez être dans un no man's land, c'est-à-dire que vous allez protéger bien cette table le plus possible. Vous allez mettre toutes les informations que vous allez finalement supprimer de la table contact. Et vous allez la migrer là-dessus. Parce que en cas d'interrogation du service des impôts, eh ben vous allez devoir retrouver la facture, non pas par rapport au numéro de facture que vous allez pouvoir trouver, mais par rapport au nom qui était sur cette facture. Est-ce que j'ai été clair sur cette réponse? Donc moralité, alors oui, et puis moralité, c'est l'information légale la plus importante, la plus ancienne, qui prend le pas sur tout le reste. Donc exemple des 10 ans, ça sera, vous êtes obligé de conserver 10 ans et vous la conserverez 10 ans, point. Donc peu importe la demande ici ou là. Ouais. Oui. Dans le cas où on vend des fichiers à un client avec certaines informations, la date, il suffit de lui dire à vous de vous mettre en conformité, ou est-ce que nous on est responsable? Vous êtes responsable. Alors, vous êtes responsable à deux titres. Des fichiers sans base de données, juste des fichiers bruts. De quoi? Alors, Excel, par exemple. Ah bah oui, non, mais un Excel, c'est déjà un fichier. Non, mais après, il va le retraiter, lui. Ah non, mais alors, peu importe. On a la source des données, et donc ce que je mettais, c'est que dans l'export des données, vous devez savoir à qui vous le donnez, dans quel cadre vous le donnez, et surtout que vous ayez, vous, l'autorisation en amont de pouvoir donner ces informations. Déjà, ça commence là. C'est-à-dire que pour tous les acteurs qui vendaient du fichier, parce qu'on avait une base, j'ai un magasin bio, et puis du coup j'ai une base importante de producteurs bio que je vendais, qui était une de mes activités importantes, parce que je suis un éditeur de magazines par exemple, eh bien je dois informer mes clients qui sont actifs dans cette base qu'ils peuvent être susceptibles de recevoir des informations de partenaires. Et le partenaire, une fois qu'il a fait ce traitement, il doit vous envoyer une confirmation qu'il a bien supprimé les données. Exemple, vous lui dites, votre emailing, vous avez 1 mois pour envoyer cet email, et après, vous devez m'apporter la preuve de la destruction. Donc, il doit y avoir un effet retour, parce que vous devez tracer les informations qui partent de chez vous, et bien vérifier que cette structure a bien fait le travail. Ah ouais, bienvenue dans la maison des fous. Ouais. Est-ce que c'est une loi juste en Europe ou est-ce que c'est une loi comme qui va être établie autour du monde? Alors, la réponse, c'est pour l'instant une loi européenne. La France notamment est très en avance là-dessus, et donc l'Europe maintenant est très en avance sur la protection des données personnelles. On a bien vu avec par exemple Apple et la protection des données personnelles, en tout cas ils essayent de minimiser le plus possible le fait d'avoir ces informations personnelles, mais voilà. Je reste à votre disposition, je pense qu'il y a plein de questions. Il y a un break. J'ai un quart d'heure à vous consacrer, voire même plus. La nuit risque d'être longue. Merci en tout cas.